Amis fidèles téléspectateurs de Casamedia TV, ravi encore une fois de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire Questions d'actualité. C'est tous les samedis à partir de 19h jusqu'à 20h, une heure de débat, et nous allons recevoir aujourd'hui Tidiane Ndiaye. Il est expert en management des territoires et ingénieur en gestion de la formation. Et nous allons débattre de cette lancinante question ici à Kolda. C'est quelle solution pour la sauvegarde du fleuve? Aujourd'hui, c'est le thème que nous allons aborder au cours de ce débat. Et justement, je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, sur toutes les plateformes digitales de Casamedia TV. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais d'abord permettre à notre invité, M. Ndiaye, de se présenter. Bonsoir, M. Ndiaye. Monsieur Ablaye Wanyara, mais je dirais Ablaye simplement. Merci. Voilà. Bonsoir et laissez-moi dire bonjour à vos auditeurs, téléspectateurs, n'est-ce pas, de Casamedia. Permettez-moi aussi de dire bonjour au patron de la maison, El Adissé, qui est un frère et un ami, n'est-ce pas? Et vous félicitez déjà pour cet établissement-là, cette structure-là. Vous félicitez surtout pour tous ces jeunes, garçons et filles, qui travaillent ici, que je connais très bien, et qui sont en train de faire un excellent travail. Merci. Voilà, moi je m'appelle Tidiane Ndiaye. Je suis expert en management des territoires. Je suis ingénieur en gestion de la formation. Merci, en tout cas, soyez la bienvenue sur ce plateau pour aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, une question qui taraude tous les Koldois, c'est comment sauvegarder le fleuve. D'abord, vous avez été dans un collectif qui s'appelait les Amis de la Nature ici à Kolda, ou bien les Amis du fleuve. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire l'historique de ce combat que vous meniez depuis quelques années jusqu'à nos jours? Voilà. Moi, je dirais que ce fleuve-là, le rapport du Koldois à ce fleuve est un rapport affectif, très affectif, avant d'être utilitaire. C'est un rapport très affectif. Moi, je suis un enfant de Kolda, mais précisément de Ndioben. Et nous, à Ndioben, on avait l'habitude de dire le fleuve Ndioben, parce que pour nous, le fleuve nous appartenait. Nous avons fait toute notre enfance dans ce fleuve-là. Il faut dire que ce fleuve jouait un rôle important. C'est vrai que quand on dit à des jeunes que pendant la saison pluvieuse, il y avait un moment quand on traversait le pont Abdou Diallo, il était possible de mettre son pied à partir du pont et de toucher l'eau. Il ne peut pas y croire. Quand on leur dit que dans notre enfance, on a vu de gros chalupiers accostés dans ce fleuve de Kolda, de la Casamance, il ne peut pas y croire, etc., etc. On peut multiplier les exemples. C'est un lieu de culte où se retrouvaient nos mamans, les Dimba, beaucoup de communautés pour faire le rite. C'est un lieu économique où on pêchait, on faisait aussi d'autres activités comme le maraîchage, etc. C'est un lieu culturel qui rappelle énormément d'événements. Donc ce fleuve est là. Et rappelez aussi, avant de revenir sur ces combats-là, que c'est ce même fleuve qui prend sa source dans la région de Kolda, précisément à Fafokoro, qui traverse le territoire communal de Kolda, qui se jette à la mer en passant par Sédou, qui se jette à la mer à partir de la région de Ziguinchor. C'est ce même fleuve où il y a des cargos à Ziguinchor, de grands chalupiers, etc., qui prend sa source ici à Kolda. Et vous voyez que les problématiques ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Et c'est justement cet enjeu-là, ce fleuve qui joue un rôle important et qui continue de jouer un rôle important, mais dans d'autres parties du territoire, comme à Sédou, à Ziguinchor. Ce sont ces enjeux-là que nous voudrons aussi que ce fleuve joue à Kolda. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui qu'il y a une coupure entre, comment dirais-je, l'embouchure et la source du fleuve actuellement? Oui, en fait, il n'y a pas de coupure en réalité. Le fleuve Casamance, comme
du moins différemment à d'autres fleuves, a un débit qui est très horizontal, très lent, très horizontal. Il n'y a pas de pente, n'est-ce pas? Parce que justement, c'est pas une source qui vient d'une montagne, etc. C'est justement, c'est une source qui vient des rizières, etc. qui remontent et qui s'enfle par moment. Ce qui fait qu'aujourd'hui le fleuve Atari à Kolda, c'est parce que simplement il y a eu le phénomène de l'ensablement, il y a eu le phénomène de ces déchets, n'est-ce pas, qu'on a jetés dans ce fleuve pendant des années qui se sont entassés. Il n'y a que ça. Et regardez très bien, dès l'instant que vous sortez du territoire communal, juste vers Bignarabé, n'est-ce pas, le fleuve il est là. Et dès que vous sortez du territoire communal... Et c'est ce qui me pousse à dire, est-ce qu'il n'y a pas une rupture du cordon ombilical, si on peut le dire ainsi, sur ce plan-là? Sur ce plan-là, oui, et ça fait mal. Et justement, si je prends la métaphore de rupture de cordon ombilical, c'est pour dire que ça fait mal. Le fleuve apparemment est coupé de sa source, est coupé du reste du corps aussi. Donc ça fait extrêmement mal. Et c'est pourquoi moi j'apprécie tous ces acteurs qui sont en train de se battre pour que ce fleuve puisse jouer son rôle d'antan. Ce fleuve puisse avoir aujourd'hui jouer justement ses fonctions économiques, etc., qui revivent simplement. Et c'est possible. Et c'est possible parce que moi j'aime donner souvent l'exemple de certains phénomènes un peu partout dans le monde. Si on prend des exemples, ils sont nombreux, où on a creusé des tunnels pour faire passer des bateaux, là où il n'y avait pas d'eau. Parce que simplement on voulait faire un raccourci. On a creusé et on a débouché sur la mer. Ici, il n'y a pas à creuser un tunnel. C'est un fleuve avec son lit naturel. Il suffit simplement de bonne volonté. Et c'est pourquoi, pour revenir à votre première question, pour les amis du fleuve, quand nous avons mis en place cette association, qui de reste a vraiment pendant 3 ans a joué un rôle important, parce qu'on avait un programme phare qui s'appelait les Dimanches du fleuve. Et les Dimanches du fleuve, c'était une activité que nous tenions tous les dimanches avec l'ensemble des jeunes de la commune. Tous ceux qui avaient cet amour pour ce fleuve-là, nous venions collecter des ordures. En ce moment-là, à Kolda, il n'y avait pas de service de collecte d'ordures. Ce qui se passait à l'Escale et dans les quartiers environnants, on prenait des déchets, on donnait aux petits talibés 100 francs, 200 francs, et on était sûr et certain que ce talibé allait à côté, au niveau du fleuve, pour jeter ces déchets. Nous avions demandé au maire en son temps de prendre un arrêté pour interdire ça, etc. Alors nous, on faisait ce que nous pouvons faire. Et j'avais l'habitude de dire que nous, on avait un objectif spécifique très simple. Collecter les ordures sur le lit du fleuve et sur ses berges. Mais on avait un objectif à moyen terme qui ne pouvait se faire qu'avec les acteurs des territoires. Cet objectif, c'était l'aménagement des berges du fleuve. Et c'est ça le véritable enjeu. L'aménagement des berges du fleuve. Parce que dès l'instant que le fleuve est aménagé, l'État est obligé de porter un autre regard sur ce fleuve-là. À partir de ce moment-là, l'État fera les moyens pour justement, moi je ne dirais pas le dragage du fleuve, je dirais simplement, nous ce que nous cherchons, la finalité de la lutte que nous menons depuis des années, c'est que le fleuve puisse revivre. Maintenant, ce sont les décideurs, les scientifiques, les géographes, les etc., ceux qui travaillent sur ce domaine-là, qui vont nous dire, est-ce que c'est un curage, est-ce que c'est un dragage, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. Nous, ce que nous voulons simplement, c'est que le fleuve reste navigable, que le fleuve puisse vivre, que les gens cessent de tourner le dos au fleuve Casamance dans sa partie coldoise, et que nous faisons avec.
Voilà. Mais justement, la question du dragage revient dans l'esprit des Koldois ou bien dans leur verbe en s'exprimant devant des plateaux télévisés ou devant sur des ondes de radio. On répète la même chanson. Est-ce que vous pensez, vous en tant que manager des territoires, que vous pensez aujourd'hui le dragage est-il la solution pour ce fleuve? Ablaye, il y a 2 ans, j'avais proposé au président du conseil départemental de Kolda, qui a une mission par rapport à ce fleuve. Le professeur Moussa Baldé. Voilà, Moussa Baldé. Je l'avais proposé de faire quelque chose pour ce fleuve-là. Avant même 2 ans, pendant que nous étions avec les Amis du Fleuve, le bureau des Amis du Fleuve, dont j'étais le directeur exécutif, avait fait un déplacement pour rencontrer le président du conseil départemental. Et il nous avait dit que si seulement il arrivait à régler la question du fleuve, si il ne faisait que ça comme mission, il pense qu'il aurait réussi son mandat de 5 ans, pour dire qu'il prenait ça au sérieux. Donc il y a 2 ans, après l'élection, le renouvellement de l'instance départementale, le conseil départemental et le conseil municipal, moi j'ai personnellement parlé au professeur Moussa Baldé, président du conseil départemental, de cette question du fleuve. Et il nous avait dit qu'il a instruit son bureau de travailler avec tous les acteurs concernés pour voir ce qu'il fallait faire. Nous avions tenu déjà une première réunion avec le directeur de l'ARD et quelques chefs de service. Moi, j'avais proposé un forum pour la revitalisation du fleuve. Je vais m'expliquer. Pendant longtemps, on a dit qu'il faut faire des études sur ce fleuve, il faut draguer le fleuve, etc. Moi, je dis le plus important, et ce qui s'est passé pendant 2 ans, on a dit qu'on va lancer une étude. L'étude n'est pas lancée. Il n'y a pas de moyens pour cette étude-là. Nous n'avons pas bougé depuis 2 ans. Et moi, c'est ce que je craignais. Et c'est pourquoi moi, je dis, pour ce fleuve-là, avant de faire quoi que ce soit, il faudrait mettre en place un forum. Ce forum, tous les acteurs seront invités. Les acteurs de la société civile, bien sûr, seront là. Les territoires, représentés par les maires et le président du conseil départemental, seront là. Oui. Le gouvernement sera représenté à travers ses services techniques, ses services, la pêche, l'environnement, la forêt, etc. Tous les chefs de service qui sont concernés pour cette activité-là. Comment dirais-je, un certain nombre d'organisations ou de structures telles que le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil social, je ne sais pas, économie sociale, etc. Tout le monde, c'est-à-dire tous ces acteurs-là et les partenaires au développement, qu'on vienne à Kolda et qu'on parle de ce fleuve-là. Et inviter les universités qui sont en Casamance, inviter l'université Cheikh Anta Diop de Saint-Louis, etc. Il y a des hydrologues, il y a des scientifiques qui ont travaillé sur les fleuves. Ils vont nous faire, chacun va faire un exposé de ce qu'il a vu à Kolda, nous parler exactement des solutions qu'il préconise, mais ensuite, on mettra en place un comité qui va dire désormais pour Kolda, en tout cas cette partie-là. Mais est-ce que aussi voilà la solution le reboisement à travers les palétuviers n'est pas la solution qu'il faut pour essayer de maintenir véritablement le lit du fleuve à partir de Kolda, justement la région de Kolda qui est aujourd'hui dans une situation où le fleuve ne vit plus. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça la véritable solution? Parce que aussi on a eu à faire des investigations auprès des autorités en charge donc des eaux et des forêts qui pensaient que c'était une solution qui pouvait également s'offrir au fleuve actuellement pour sa survie. En fait, moi, si je parle de ce fleuve-là, je vous ai dit tout à l'heure, à l'entente de mon propos, c'est un fleuve qui démarre à Fafakuro et qui va jusqu'à Ziguinchor. Moi, je parle de cette partie-là qui est morte, presque morte. Parce qu'à un certain moment de l'année, on peut traverser ce fleuve à pied, sans toucher de l'eau. Voilà. Donc, je pense que ce que, par exemple, le service forestier vous dit, c'est ce qu'ils font dans les mares de l'intérieur.
quand par exemple en pleine forêt il y a une mare et que, comment dirais-je, il y a des animaux qui viennent s'abreuver, pour protéger cette mare-là, on fait ce travail-là d'arbres pour arrêter l'érosion et maintenir la mare pendant une bonne partie de l'année. Mais ce n'est pas le cas dans ce fleuve-là. Ce fleuve, il est ensablé. Ok. Il est ensablé, l'eau ne peut pas couler à un certain moment de l'année. Donc le dragage semble être la bonne solution. Voilà, pour vous. moi je suis prudent simplement en me disant que je ne suis pas un spécialiste. Ce que moi je souhaite en tant que citoyen, c'est que le fleuve revive. Maintenant, des voies plus autorisées qui ont fait des études sur ça, peuvent à travers un forum nous dire voilà la solution. Et tout le monde va tirer dans ce sens-là. Parce que moi, ce que je voudrais surtout, c'est que tout le monde fasse de la question de ce fleuve une question essentielle. Et pour ce faire, il faut réunir tout le monde. Parce que là, par exemple, vous venez de me donner une solution. D'autres ont d'autres solutions. Certains vous diront il y a des barrages en amont, etc. etc. Il y a énormément de choses qui se disent. Il faut de temps en temps faire sortir la légende des véritables problèmes, discuter sérieusement de manière scientifique, au sortir du forum, que les Coldoises, qu'on dise aux Coldois, voilà le problème de votre fleuve. En tout cas du fleuve Casamance dans sa partie commune Kolda. Voilà les solutions qu'il faut. À partir de là, tout le monde va tirer vers le même sens. Et ça peut être le dragage. Parce que j'ai avec moi deux documents. L'un qui date de 2008 et l'autre qui date de 2008-2011. 2008, c'est du temps où Abdourahim Agne était le ministre de l'aménagement du territoire et de la coopération décentralisée. Oui. Une lettre, l'objet c'est projet d'assainissement du fleuve Casamance. Vous voyez, il y a une autre lettre, n'est-ce pas, du ministre délégué, Mam Assougay, vous vous rappelez, n'est-ce pas, qui transmettait un courrier au maire de Kolda pour lui dire qu'il y a des experts portugais qui devaient venir pour faire des études. Donc il y a eu des choses qui ont été faites, mais à chaque fois, il n'y a pas eu de suivi. Quand il y avait les régions, du temps du président Dramé, avec le programme d'appui aux régions, il y a aussi une étude qui a été faite sur ce fleuve-là. Cette étude, elle existe. Et effectivement, cette étude parle de dragage du fleuve. Mais tout ça, le public ne le sait pas. Peut-être les nouveaux gouvernants locaux, les maires qui sont autour de ce fleuve-là, celui de Saribidji, de Bignarabé, de Kolda, de Djoulakolon, peut-être qu'ils ne le savent pas. Mais si on tient une rencontre où tout le monde est là, on se dit voilà ce qu'on a fait en son temps, voilà ce qui a été préconisé. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'ils craignent qu'il y ait un conflit d'intérêts entre le conseil départemental qui est le garant direct de la gestion de ces cours d'eau et également eux qui sont en quelque sorte des impactés du fleuve ou bien les bénéficiaires même du fleuve. Est-ce que ce n'est pas aussi ces questions de réticence ou de calcul politique qui aujourd'hui ne facilitent pas la tâche pour la sauvegarde de ce fleuve? Vous touchez là un sérieux problème qui a créé énormément de blocages depuis 2008. Okay. Donc vous confirmez? Mais je confirme, pas exactement ce que vous dites, mais je vais plus loin encore, je vous explique. En 2008, le problème c'était cette étude dont on parle, qui devait la piloter. Est-ce le conseil régional, avec Mamadou Lamine Dramé, qui était un Sédiois, qui était installé à Kolda, au niveau du conseil régional, c'était la grande région de Kolda, avec Sédou, ou le maire Bekay Diop. Nous avons suivi ces problèmes-là. Et je pense que ça a été quelque chose qui a retardé ce projet d'assainissement du fleuve Casamance. Je suis en train de dire quelque chose que je maîtrise très bien. Ensuite, ça n'est suivi le conseil régional sous l'ère Fabou Ligaye, avec toujours Bekay Diop. Effectivement. À un certain moment, il n'y avait aucun lien entre le conseil régional et la commune de Kolda. Parce qu'il faut dire que par rapport à ce fleuve-là, il y a des prérogatives qui sont dévolues à la commune, il y a des prérogatives qui sont dévolues au conseil départemental. Je reviendrai là-dessus.
n'est-ce pas? Nous sommes Donc allés du temps de Bibi. tous les Non, je deux peux vous qui ont des expliquer. prérogatives. Absolument. Ok. Nous sommes allés du temps de Bibi. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est uniquement la latitude du conseil départemental d'intervenir. Oui. Par contre, il y a certainement une fourchette de marge de manœuvre par rapport à ce que vous venez d'énumérer également. C'est un cours d'heure intérieur. Ok. Le cours d'heure intérieur, c'est le conseil départemental. C'est le conseil départemental. Et vous savez, même pour ce qui est des compétences là, il faut toujours dire au public, l'État ne donne jamais une compétence entièrement. Ok. Quand on prend une compétence dans un domaine, si on prend un domaine du moins, vous verrez que dans le domaine, il y a des compétences qui sont devenues à une collectivité, mais il y a d'autres compétences que l'État retient. Oui. Nous sommes dans une commune, il y a des berges. Sur les berges du fleuve et sur les côtes, c'est le maire qui doit faire des aménagements. Mais sur la responsabilité du lit, c'est le conseil départemental. Ok. Et c'est pourquoi il faudrait que les deux institutions se parlent. Et vous venez de le dire. Et je viens de vous dire, ça ne date pas de maintenant. Et je vous dis, il n'y a pas de, comment dire, de secret. En 2022, quand les gens allaient aux élections, la bataille de certains, dont moi, c'était de se battre pour que l'équipe de la municipalité et l'équipe du conseil départemental soient la même équipe presque. Pour que ça continue à travailler ensemble en faveur des populations du Fuladu. Hélas, hélas, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est dommage. Et ce sont les populations qui perdent dans... Ce sont ces conflits d'intérêts voilà. sur des calculs Effectivement. qui Les exemples le bon maintenant, management de la gestion. Et c'est les populations. Or, comment dirais-je, Ablaye, en 2016, nous avons assisté à une révision de la Constitution, n'est-ce pas? Oui. Il y a de nouveaux droits qui ont... Nos ressources naturelles appartiennent maintenant Très au peuple. bien. Voilà. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Le patrimoine foncier est un patrimoine du citoyen. Le cadre de vie, un environnement sain est un droit pour le citoyen. Ok. À partir de ce moment-là, est-ce que nous pouvons accepter ce que nous sommes en train de vivre dans la commune de Kolda? Le fleuve qui était un don de la nature, du bon Dieu, il est en fait une bombe écologique. Personne ne sait l'impact actuel de ce fleuve sur ce que nous sommes en train de manger. Parce qu'il y a jusqu'à présent des gens qui pêchent sur ce fleuve-là et qui le mettent dans le marché. Il y a des maraîchages. Et vous savez très bien que du côté de l'hôpital régional, il y a des écoulements qui vont vers le fleuve. Ouais. Du côté de Kartchebouna, la même chose. Si vous prenez l'eau de ce fleuve-là, vous savez très bien, il n'y a même pas à chercher des machines. Même également vous savez l'abattoir de Kolda. Très bien. C'est un autre cas. Mais c'est un réel cas. Et d'ailleurs, sur ce plan-là, c'est pourquoi, moi je dis, on n'exploite pas très bien, on n'exploite pas de manière efficiente ce que nous dit le code. Mais justement, en dehors, parce que le fleuve ne concerne pas seulement Kolda, il concerne les régions de Ziguinchor, les régions de Sédhiou et de Ziguinchor justement. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a véritablement une plateforme interrégionale dans le cadre de la sauvegarde de ce fleuve? Est-ce que vous avez mené ces jalons pour aller rencontrer les fils de Kolda, de Sédhiou, de Ziguinchor pour une lutte concertée afin de sauvegarder ce fleuve? Oui, il y a deux choses. Il y a le combat des citoyens, tout court. Ce combat a des limites, mais il est important. Il y a... Parce que Ziguinchor avait bénéficié de je comprends ce que je veux dire. Pour sauver un peu la navette de la liaison maritime Ziguinchor-Dakar. C'est ce que je viens là-dessus. Je suis en train de vous montrer qu'il y a beaucoup d'échelons à faire. Okay. Le combat que vous dites là, aller vers les autres, nous avons pensé à ça, les amis du fleuve. C'est vrai qu'on avait un programme qui était faisable, ambitieux, mais qu'on pouvait réaliser, on pouvait le faire. Mais Ablaye, ce qui est clair, c'est que nous n'avons pas les mêmes problématiques. Du temps des conseils régionaux, dans le cadre de l'entente Casamance, qui regroupait les trois régions, la région de Kolda, la région de Sédhiou, la région de Ziguinchor, le fleuve, la navigabilité du fleuve était un des objets de l'entente.
Malheureusement, cette entente n'a vécu qu'un an, les conseils régionaux ont disparu. Mais je suis persuadé que si les conseils régionaux étaient toujours là, cette question allait être abordée parce que les 3 présidents de région étaient vraiment renseignés. Ils avaient travaillé sur cette question, ils étaient bien informés sur les enjeux, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, si vous posez le problème aux gens de Ziguinchor, par exemple, cette question du fleuve-là, mais eux, le problème, c'est que le fleuve soit curé davantage pour que les gros bateaux puissent arriver jusqu'à Ziguinchor. Nous, on ne parle même pas de pirogue. Vous n'avez pas d'ailleurs une navigabilité. Voilà, ce n'est pas la problématique. C'est-à-dire que nous, on est au b.a.-ba de la problématique de ce fleuve-là. C'est-à-dire d'abord, voir de l'eau traverser. Ils sont conscients que la source de ce fleuve vient de la région de Kolda et en cas de défaillance, il pourrait y avoir un impact du côté de l'embouchure également. Ils sont conscients et ça pose le problème de la solidarité. Vous savez, je disais tout à l'heure, on n'exploite pas assez le code général des collectivités locales. Il y a un principe majeur. Dès le début de la lecture du code général des collectivités locales, on en parle. C'est le principe de la solidarité. Mais les collectivités locales ne sont pas solidaires. Or, la coproduction, c'est la solution à la plupart des problèmes que rencontrent les collectivités locales. C'est des collectivités locales qui ne sont pas très viables. Mais c'est une exigence. Je dis que, en fait, en réalité, vous savez, la réalité, vous savez, c'est quoi? C'est qu'il y a 15 ans de cela, 20 ans de cela, quand vous tenez un séminaire pour former les maires et les présidents de communautés rurales, même si vous leur donnez 4 jours, pendant 4 jours, ils sont présents, ils vont faire la formation. Ils sont renseignés, ils sont informés. Mais aujourd'hui, vous tenez un séminaire pendant 24 heures à l'endroit des maires. C'est la moitié des maires qui vont venir. Et cette moitié qui va venir, elle va venir avec le téléphone portable, ils appellent tout le temps, ils suivent rien, ils suivent pas. C'est la réalité, c'est pas les gens ne sont pas, ils sont pas formés. Ils sont pas formés sur leur mission. Ils ne sont pas formés sur leur mission. C'est pas une critique méchante, c'est la réalité. J'ai dépassé l'âge de critiquer bêtement. Je préfère approcher les maires, les conseiller. Parce qu'en fait, ils ne sont pas conseillers. C'est souvent de grands cadres, n'est-ce pas, des universitaires. Mais ça ne suffit pas. Il faut faire du code général ton bréviaire que tu lis tous les soirs pour exploiter ce qu'il y a dedans. Il faut aller vers l'information, il faut discuter avec ceux qui connaissent. Au niveau des collectivités locales, il n'y a pas de ressources humaines. C'est aussi une des faiblesses de la décentralisation. Vous voyez des communes où il n'y a presque personne, à part le maire et le secrétaire municipal. Il n'y a pas de ressources humaines. Il n'y a pas de ressources humaines. C'est-à-dire, on n'y pense pas. Il y a des ressources humaines, mais avec beaucoup de charges, et ça complique un peu la tâche parce que aussi les gens ne peuvent plus ensuite tenir. Oui, ça c'est la question du financement du développement local, des collectivités locales. Oui, mais je vous assure qu'il n'y a d'abord pas de ressources humaines. Faisons l'audit au niveau des collectivités locales. Il y a une année ici, l'audit de la commune de Kolda a été fait. Le diplôme le plus haut, à part le secrétaire municipal, c'était le BFM. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais cela veut dire que c'est ça la réalité. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui sortent de l'ENEA, qui sortent des écoles, qui travaillent sur ces thématiques-là, sur ces enjeux-là. Il faut les recruter. Mais évidemment, ça pose le problème du financement. Voilà, M. Ndiaye, une question, apparemment, une question que tout le monde attend, c'est la question de l'occupation de ces berges du fleuve, à savoir une station de service qui est en train d'être construite à côté, un autre complexe avec extension, il s'agit du complexe Maryland, ici à Kolda, où
d'autres chantiers sont pratiquement sur la berge du fleuve. Beaucoup de gens pensent que cela doit cesser et s'arrêter immédiatement. D'ailleurs, les activistes ont fait une conférence de presse allant dans ce sens pour dire qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à ces chantiers-là. Et le ministre également en charge de l'environnement, le professeur Daouda Ngom, s'est rendu à Kolda de manière plus ou moins discrète, puisque c'était dans le cadre professionnel, même s'il n'y a pas eu de tintamarre comme d'habitude. Et aujourd'hui, les gens pensent qu'il faut véritablement systématiquement arrêter ces chantiers-là. Quelle lecture avez-vous de cette actualité qui a fait un peu le tour de Kolda ces derniers jours? Mais c'est vrai que c'est assez douloureux ce qui se passe présentement avec ces deux ouvrages dont vous parlez. C'est compliqué. Je faisais partie du collectif qui a été fait, mais j'ai toujours dit aux gens, moi je ne suis pas un activiste. Quand on pose un problème, s'il est très clair, je travaille avec les gens sur ce problème-là et j'avance. Vous pensez que ces deux dossiers-là ne sont pas clairs? Non, dans le fond et dans la forme. Non, je n'ai pas dit ça. Je suis en train de vous expliquer voilà, que le collectif dont vous parlez, je faisais partie. Ok, d'accord. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je dis que je ne suis pas activiste. Je n'ai jamais été activiste. Depuis presque 10 ans, ce que je cherche moi, quand il y a un problème, c'est de me positionner en me disant quel est l'intérêt de Kolda. Tout court. Le reste ne m'intéresse pas. Quel est l'intérêt de Kolda? L'intérêt de Kolda, en réalité, ce n'est pas dans la mise en place d'une station de service sur la berge du fleuve. Ce n'est pas du tout ça. Maintenant, les travaux sont là. Il s'est trouvé que des gens se sont battus. Moi, je fais partie de ces gens. Pour dire, parce que, vous savez, un tel projet, quand on l'installe, il y a plusieurs étapes. Il y a un dossier que tu mets en place au travail à la mairie. Mais avant que le projet soit accepté, il faut que le comité régional, présidé par le gouverneur, se prononce sur l'étude d'impact. Sur la question. L'étude d'impact environnemental et social. Moi, j'ai lu le rapport de cette étude d'impact. Et quand on lit... Que dit le rapport, justement? Parce que nous tous, on s'interroge sur la finalité du rapport. Est-ce qu'il dit que c'est possible de faire un tel chantier sur place, ou bien l'étude d'impact environnemental et social est apte à être pris en compte pour ne pas véritablement enfreindre la bonne marche du fleuve? Je ne peux pas dire tout ce que le rapport dit. Oui, de manière volumineux. Mais je dis de manière ramassée, le rapport dit il y a de réels risques de mettre cette station sur là où elle est. Mais si on le fait, voilà les risques, voilà comment travailler pour que ces risques-là ne puissent pas nuire. Voilà ce que dit le rapport. Les Koldois sont prêts à prendre ces risques? C'est toute la problématique. Donc, il n'y a personne, personne ne te dira que le rapport a dit non, c'est une bonne chose pour Kolda, etc. Le rapport ne dit pas ça. Parce qu'en fait, le rapport dit clairement qu'il y a des risques. Ah oui, mais absolument. Maintenant, c'est construire à des risques et périls. Absolument. Maintenant, il faut prendre un certain nombre de mesures pour que ces risques-là ne soient pas quelque chose qui peut engendrer une catastrophe. Mais est-ce qu'on sera capable de prendre ces mesures? Je veux parfois aussi, les questions sont tellement sérieuses, il faut que les gens comprennent. Vous savez, ce rapport-là, c'est un cabinet qui le fait. Le cabinet, même si quelqu'un les paye pour faire ce cabinet-là, ces études-là ont un coût. Vous avez un cabinet, on vous donne une telle étude, vous réglez le problème de vos salariés pendant toute l'année. Donc vous savez que ça a un coût. Et personne ne badine sur ça. Mais si vous faites ce travail et que vous le faites mal, et qu'il y a une contre-expertise, l'État peut vous retirer cet agrément-là. Effectivement. Le cabinet qui a un agrément, qu'on retire un agrément, mais je vous assure, c'est des pertes à millions. Donc, l'étude qui a été faite, moi je juge que c'est une étude qui est juste. C'est une étude qui est juste. J'ai lu, je dis encore, le rapport, il n'est pas secret, hein? On peut l'avoir. Hein? Ce que j'ai lu dans le rapport, c'est que c'est d'abord, vous savez, dans ce pays-là, dans le territoire national, au niveau du Sénégal, on ne peut pas citer, je pense, 3 exemples où il y a une station qui est à côté d'un fleuve. C'est déjà là un problème.
Maintenant, pourquoi aujourd'hui la question émerge? La question émerge parce qu'il y a à côté, en face presque, un ouvrage, Maryland, qui a commencé à voir le jour. Il y a même un certain nombre de choses qui sont en train d'être faites. Et d'après ce que j'ai entendu, il y a eu une pression très forte au niveau de la mairie pour que cet ouvrage se tienne. Et j'ai écouté le maire hier dans une émission ici même à Casameza dire qu'il a fait ce qu'il pouvait faire pour que les travaux s'arrêtent parce qu'il n'y avait pas d'autorisation de construction. Moi, je suis prudent dans ça parce que je sais que il fut un temps, si vous n'avez pas une autorisation de construction, vous ne pouvez rien faire dans une commune. Et justement. Vous ne pouvez pas. Mais il y a eu des dérogations, pas des dérogations, des modifications, le code de l'urbanisme. Parce que simplement à Dakar, vous savez la pression qu'il y a à Dakar sur le foncier. Et à un certain moment, c'est l'opposition qui a géré. C'est l'opposition qui gérait. Donc il fallait la plupart des communes d'arrondissement. Et parfois, il y avait des projets et les gens pensaient que, voilà, on traînait les pieds, etc. Et l'État a fait des modifications. Ça revient à des questions purement politiques, politiciennes. Et c'est pourquoi j'évoque ça. C'est parce que je ne sais pas pourquoi, sans autorisation de construction, ce projet va continuer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et quand j'ai écouté le maire, Mamboy Diao, c'est la même question, c'est la même réponse que le maire Elhadji Mamadou Diao a donnée hier. Mais absolument. Quand je l'ai écouté hier déjà, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des pressions fortes concernant l'autorité, d'une autorité quelconque, qu'elle soit administrative? Non, si vous lisez les réseaux sociaux, certains vous disent Maté c'est dit Maté parce que Mamboy entre-temps est allé à l'opposition, les autres ont le pouvoir, etc. Moi, c'est pas ce que je retiens. Ce que je retiens simplement, le complexe est là. Mais moi, quand il y a un problème sur un territoire, ce qui m'intéresse, c'est la solution. Ce qui m'intéresse, c'est la solution. Vous savez ce que Mamboy Diao doit faire. C'est ce qui a valu d'ailleurs notre titre. Quelles sont les solutions maintenant qui s'offrent à cette sauvegarde du fleuve? Très bien. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Ce qui est fait est fait. Et très souvent, je sais que je vous écoute, peut-être que vous êtes un peu littéraire. Si vous êtes littéraire... Je suis littéraire d'ailleurs. Très bien. Si vous êtes littéraire, vous savez, pendant longtemps, les colons nous ont dit, mais écoutez, on vous a fait des routes, il n'y avait pas de route. On vous a fait le train, vous n'avez pas de train, etc., etc. Pour justifier simplement qu'ils ont apporté quelque chose à l'Afrique. Mais ceux qui savent ont compris que ces routes, c'était juste pour aller chercher les matières premières de l'intérieur pour les amener dans les ports. C'était pour exploiter également. Exploiter simplement. Ils n'ont jamais pensé justement à l'Africain, etc. C'est pas ça. Donc quand il y a un ouvrage, que les gens ne se disent pas, oui, il y a une station essence, il y aura un restaurant, c'est une partie qui est occupée la nuit, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, etc. C'est bon de le faire. Raisonner comme ça. Sans penser aux conséquences très bien. Raisonner comme ça pose problème. Non, il y aura au moins 5 jeunes de Kolda qui vont travailler dedans. C'est très simpliste. C'est très simpliste. Dire que le complexe Maryland, il n'y a pas assez de stades, il n'y a pas assez de terrain, les gens... Mais ça, c'est utile. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on ne peut pas le faire ailleurs? Surtout au moment où Kolda frôle actuellement les 45 degrés Celsius sur le plan de la chaleur, avec tout ce que l'on voit comme inconvénients et conséquences du changement climatique, est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas important véritablement de mener ce combat pour la sauvegarde de ce mais fleuve? Moi je reviens à votre question. Oui, les solutions aussi, c'est dans cette quelle est la solution? Oui. Je pense que la solution aujourd'hui, elle appartient à la commune de Kolda. C'est pas de mener un bras de fer avec ces gens-là. Ça ne sert à absolument rien. Ça va diviser la population davantage. Le mal est fait. On ne va pas dire que les faits, le vin est tiré, il faut le... etc. Il faut le boire. Je ne le dirai pas. Mais je dis, il faudrait que la commune travaille vers un plan d'aménagement. Avec beaucoup d'intelligence. Vers un plan d'aménagement déjà.
Le plan d'aménagement, c'est tous les acteurs du territoire qu'il va convoquer. La commune parle avec le conseil départemental. Dire que je suis en train de faire un plan d'aménagement des berges du fleuve. Je veux donner à cette partie de ce territoire-là des vocations. Désormais, pour ce qui est ce fleuve, qui va de Hillel vers le jardin Pape Alassane, pour les Coldois, ils comprennent, jusqu'après, comment dirais-je, Firdou, des deux côtés. Voilà ce que je veux pour Kolda. Jusqu'à même plantation, hein, le oui, CZ. absolument. Parce absolument. que aussi, si vous prenez les quartiers de Sintian Idrissa, de quartier C'est Bouna, les nouvelles villes qui très sont bien, très construites vers la fin de quartier Bouna, la cité des fonctionnaires, Absolument. tout ça c'est sur les berges Mais du c'est fleuve. le berge du fleuve. Je dis jusque-là, le maire se donne les moyens avec des aménagistes. Il y a la direction de l'aménagement. Il y a des techniciens se donnent les moyens de faire un plan d'aménagement digne de son nom. Il peut intégrer le complexe Malérande dans le plan d'aménagement de manière cohérente. Mais c'est pourquoi il faut discuter, Ablaye. Et pour qu'il y ait limite C'est-à-dire sur que, les absolument, c'est-à-dire que quand on est des hommes politiques ou des femmes politiques dans le même territoire, il n'y a pas de honte de s'appeler pour se dire il faut qu'on parle. Parce que chacun, si on pense simplement à l'idéal politique, chacun veut travailler pour les populations. Pourquoi les gens ne peuvent pas discuter? Est-ce que c'est pas non, je donne un exemple. Ils ne veulent pas qu'on agresse leur orgueil. C'est pour cela que ça ne d'autres sert à ne veulent rien. pas faire les premiers pas. Quand on est à la tête, c'est pas des royaumes. Vous savez, quand dans le cadre des formations que j'administre, quand le maire arrive, parfois on dit l'amdo arrive, ça me gêne. Alors parce qu'il y a plus de l'amdo, quoi. Non, aujourd'hui, c'est des serviteurs. Oui. C'est eux les esclaves. Les populations, ce sont les maîtres. Et d'ailleurs, c'est ce que disait, je vais paraphraser l'honorable député Guy Marius Sagna qui disait que Mansen Sourgala, en tant que député du peuple... Mais c'est clair et net. Je donne un exemple. Bibi était maire de Kolda de 2014 à 2022. 2022. Pendant qu'il était maire, il y a une rue qui a été pavée par Mambo Diao, citoyen simple. Effectivement. Est-ce que Bibi l'a demandé d'arrêter? Non. Pourtant, il y a eu des études qui ont été faites avant de faire le pavage. Le maire de Kolda avait tout le loisir de dire à Mambo Diao, à un certain moment, d'arrêter. Attention, moi, j'ai des techniciens qui m'ont dit, cette route-là, le pavage ne tient pas, il faut du goudron. Mambo, il n'allait pas le faire. Ouais. Ou alors, il allait faire du forcing et chambouler tout. Mais le maire Bibi a été élégant, il a laissé faire. Et pourtant, tout le monde savait que, en le faisant, le maire pouvait, 2 ans après, dire, écoute, je ne suis même pas maire, j'ai fait ça pour vous, etc. C'est-à-dire un avantage dans la campagne. Mais parfois, il faut être élégant. Et c'est pourquoi il faut que les hommes politiques, aujourd'hui, comme de demain, pour cette commune de Kolda, qui est une belle commune, une commune qu'on peut développer, les gens peuvent s'asseoir, discuter. Je reviens sur l'aménagement du fleuve. Le maire appelle tous les acteurs, discute. Dit bon, il y a en fait de l'existant sur les berges du fleuve. Pour tel existant, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi le marché. Je ne sais même pas par quelle alchimie on a pu faire un marché à côté du pont. C'est le marché Guélaou. Le marché Guélaou. Mais c'est une, je sais pas, c'est une bizarrerie de quoi là. On peut revenir sur ça parce que je sais comment il est né. Mais je ne veux pas perdre infrastructures. Très bien, je veux dire à côté du dans l'aménagement, très bien. De plusieurs années. Très bien. Je veux pas dans l'aménagement. Le nom, par exemple, parce que ce sont des lieux à vocation commerciale. Absolument. Mais quand même, on sait qu'il y a quand même c'est comme une boîte qui a été mise à côté. Voilà, un hôtel plus ou moins à côté de. Mais le maire, il a tous les droits. Il a tous les droits, il a le droit de donner une vocation à son territoire. Parce qu'on l'a élu pour ça. Je reviens sur ça.
Il appelle tout le monde. Les gens travaillent. Il dit aux techniciens, aux acteurs de la société civile, à tout le monde, il y a de l'existence sur les berges du fleuve. Pour tel existant, je ne touche pas. Parce que les investissements sont lourds. Mais je voudrais que vous intégrez harmonieusement cet existant-là avec ce que je veux faire aussi. Okay. Pour que, quand on est sur ces berges-là, qu'on comprenne que c'est bien pensé, c'est bien réfléchi, c'est harmonieux. Donc, il ne s'agit pas de dire ça et là, on va détruire. Mais ça peut être aussi, ok, ça et là, on va voir comment intégrer ça à tout le reste. J'ai donné l'exemple de la route du camp militaire qui a été fait par le citoyen Mambo Diao. Et c'était public. Mais pour Maryland, c'est pas public, c'est privé. C'est pour quelqu'un. C'est un promoteur. Tout comme donc, que les gens discutent. La station-service, c'est la même chose. Que les gens discutent. Et pour ce qui est de la station-service, je pense que l'heure n'est pas au bras de fer. Okay. Moi, j'aurais conseillé au préfet et au gouverneur de discuter avec tout le monde, de rediscuter avec le promoteur. C'est possible. Est-ce que la solution aujourd'hui qui s'offre à lui, ce n'est pas de faire une indemnisation et de déplacer véritablement cette infrastructure et c'est terminé. Pour mettre fin à toutes ces spéculations? Et c'est une solution. Maintenant, si les gens forcent, effectivement, quand tu mets une station, évidemment, tu vas te donner les moyens que la station n'impacte pas le cours d'eau. Tu vas te donner ces moyens-là. C'est des moyens colossaux. Est-ce que dans la durée, ces moyens-là vont continuer? Parce que même si vous prenez... je termine ma phrase. Qu'il pouvait avoir un lopin de terre absolument, qui ne coûte absolument rien et qui pouvait faire l'affaire de mais la construction. C'est vrai que quand on met une station quelque part dans une commune, il y a des calculs. Des retombées aussi. Il y a des calculs qu'on fait. C'est une route nationale. C'est bien placé. C'est un espace où il y a à côté un cours d'eau qu'on peut valoriser, etc. etc. Donc, comment dirais-je, ce n'est pas un philanthrope. Derrière la tête, il y a quelque chose, il sait que ce sera un véritable gain. Et c'est pourquoi le maire, il a tout intérêt à aller très vite vers l'aménagement de ces berges. Et aménager des berges, ce n'est pas être dans son bureau et dessiner et dire voilà. Mais c'est appeler tout le monde. Les services de l'État sont là. Chacun va te conseiller. Chacun va te dire, écoute, du pont, du côté du CEM, du pont jusque vers le cimetière catholique. Voilà ce que nous pouvons faire qui peut être utile à toute la population. Du côté de la préfecture, voilà ce que nous pouvons faire. Vous pouvez faire un parcours sportif, etc., 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 etc. Mais on pose sur toutes les berges. On sait exactement ce que nous voulons faire. On a discuté, c'est ficelé, et c'est ficelé en projet. Maintenant, on cherche à effectivement financer ces projets-là. Mais des promoteurs peuvent venir, d'autres peuvent venir. Si vous prenez Kédougou, Bioparc, qui appartient à un privé, je ne vais pas citer son nom, mais aujourd'hui, la fierté de Kédougou, c'est Bioparc. Mais quand vous y allez, vous avez l'impression d'aller d'être honnêtement hors d'Afrique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y ait une Hollande bis à Kolda? Parce que vous savez qu'Amsterdam est traversé par un fleuve où les gens véritablement vivent avec cette beauté de la nature côte à côte. Est-ce que vous pensez que ce rêve est possible ici à Kolda? Dans tous les cas, si notre génération ne le fait pas, celle qui vient ne le fait pas, l'autre génération va le faire. Ce fleuve est un don de Dieu. Ce qu'il peut apporter à cette commune est extraordinaire. Je ne vais pas aller jusqu'en Allemagne, je vais aller juste en France parce que colonisé par la France. Colonisé par la France, oui. Rive droite, rive gauche. Mais c'est pensé. Aujourd'hui, quand les Jeux Olympiques, aujourd'hui, si Paris a gagné, après 3 échecs, devant d'autres villes, mais c'est parce que simplement leur atout majeur, c'est qu'il y a beaucoup de disciplines qui vont se faire autour de la Seine. C'est un atout. On ne tourne pas le dos au fleuve, on vit avec le fleuve. Regardez les boutiques qu'il y a le long du fleuve. Regardez les boutiques. Du pont
à l'hôtel Obé. Les portes sont sur le goudron. Vous avez vu dans le monde quelqu'un qui installe un commerce, qui a un fleuve derrière et qui tourne le dos au fleuve? Non. Mais c'est déjà ça. Mais c'est déjà ça qui prouve que effectivement il y a un problème. Parce qu'on fait face au fleuve et on fait profiter la clientèle de ça. Les gens vont venir justement pour ça. Mais on n'ose pas. Parce que ce fleuve, on ne peut pas le regarder, on ne peut pas le sentir. Et c'est ça en réalité le problème. Moi en tout cas, quand Mamboy s'installait à la tête de la mairie, honnêtement, après des discussions, je l'ai entendu souvent parler de ce fleuve. Il a même parrainé une journée des amis du fleuve. Je pensais que cette question-là allait être une question primordiale. Et c'est pas trop tard parce qu'il n'a fait que deux années dans son mandat. Il n'a fait que 2 ans. Il a encore 3 ans, n'est-ce pas? Il peut revenir sur cette question-là. Et tous ces gens-là qui discutent, où en fait on se tiraille, j'ai encore une solution. Vous savez, quand on vient d'arriver, on a une équipe municipale. Le code est fait de telle sorte que forcément on a une majorité dans le conseil municipal. Ce que nous voulons faire va passer parce qu'on a la majorité avec nous. Donc toutes les délibérations vont être votées. Si ce n'est pas à l'unanimité, parce que certains finalement ils votent parce qu'ils se disent, même si je ne vote pas, ça va passer. C'est ça la réalité. Oui. C'est ce qui s'est passé pour hier éviter, avec le justement, pour Oui. éviter ça, pour les projets. Et d'ailleurs, il y a une disposition qui a changé dans le code électoral sur le vote. Vous savez, au conseil municipal, quand par exemple on fait la liste des présents, il y a la majorité. Le quorum est atteint. On peut démarrer les travaux. Oui. Même si les gens rentrent après, même s'il reste que 10 personnes, quand on vote sur une question qui est à l'ordre du jour, quand on vote, on ne prend pas que le présent est très bien. On regarde que les 10 présents. Si les 10 présents lèvent la main, on dit que à l'unanimité des conseils présents. Voilà ce qu'on dit. Mais pour ce qui est des projets désormais, ce qui est demandé, c'est que pour le vote par rapport à un projet, le quorum doit être atteint. C'est-à-dire que si vous êtes 70 conseillers et que 35 quittent la salle parce qu'ils ont d'autres occupations, à l'heure du vote, si vous n'avez pas la majorité, le projet ne passe pas. Pour montrer que c'est important. Et moi, ce que je suggère, quand vous installez une nouvelle équipe, c'est de mettre en place un cadre de concertation. C'est-à-dire à côté du conseil municipal que vous maîtrisez, parce que vous avez la majorité. Le code est fait, le mode de scrutin avec le Raougadou fait que quand vous dépassez même une autre liste d'une seule voix, vous avez une majorité. Parce que vous avez l'ensemble des conseils qui sont sur votre liste majoritaire qui s'ajoutent aux conseils qui sont sur la liste proportionnelle. Dès l'instant que vous avez une majorité qualifiée dans le conseil, ce que le conseil peut vous aider, c'est de valider ça, c'est la loi qui le dit. Mais maintenant, pensez à l'autre partie qui n'a pas voté pour vous, qui est coldoise, qui est de Sarébidji, qui est de Tankanto, etc., qui n'est pas avec vous, mais qui sont des citoyens. Peut-être qu'ils sont même des citoyens méritants. Pensez à ces gens-là, mettez à côté du conseil municipal un cadre de concertation. Dans ce cadre de concertation, mettez tous les secteurs, les transporteurs, les paysans, les élèves, les chefs d'établissement, les Jakartaman, mettez-les tous dans le cadre de concertation. Et dès qu'il y a, je termine, dès qu'il y a un projet, faites passer le projet d'abord dans le cadre de concertation. S'il est validé, le lieu est validé, le projet est validé, vous l'amenez en conseil municipal, vous avez une majorité, ça passe. Voilà, une toute dernière question, parce qu'on est rattrapé un peu par le temps. C'est par rapport à ce fleuve aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas lieu également de libéraliser les espaces et de faire de telle sorte que le cours d'eau reprenne son cours normal
afin de pouvoir préserver ce fleuve. Parce que aussi, si vous allez par exemple dans le Fafakuru, vous l'avez dit, même à côté, dans le Badion ici, vous allez voir que le fleuve est déjà vivant. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre en quelque sorte, pas un dragage, mais un système d'irrigation qui est beaucoup plus à l'aise? Oui, moi je reviens à ma solution. Je suis pour le curage du fleuve. Okay. Je suis pour le dragage du fleuve. Mais je suis surtout pour l'appropriation de la question de ce fleuve-là par tous les acteurs. Okay. Un territoire, c'est multi-acteurs. Les représentants de l'État, il a son mot à dire. Les maires, ils ont leur mot à dire. Les conseils, ils ont leur mot à dire. Le citoyen a son mot à dire. Les partenaires au développement ont leur mot à dire. Les chefs de service ont leur mot à dire. Les ONG, etc. Regroupons tout ce monde-là. De dire, voilà, l'état de ce fleuve-là. Mais Wanyanga, ça ne fait pas 15 km. Entre Hillel et Plantation, c'est pas 20 km. Mais même avant même Plantation, c'est jusqu'au pont de Idrissa. Très bien. Parce que de l'autre côté, le fleuve, il est en train de vivre. Voilà, très bien. À partir de derrière l'hôtel Firdou, le fleuve, il vit. Absolument. Jusqu'à Plantation. Je pense bien qu'il y a Bambas, qui est un cours d'eau là où les jeunes passent là-bas pour se baigner. Mais on sait nettement qu'à l'entrée même du CRZ, on a déjà le fleuve de l'autre côté de Sambassane. Donc c'est sa vie. C'est entre Hillel et Sinkia Idrissa qu'il y a blocage. Moi, en tout cas, je lance un appel à toutes ces organisations de défense du fleuve, etc., de l'environnement, etc., qui ont droit acquis. C'est un droit acquis. Au maire, où passe ce fleuve, le maire de Bignarabé, dans le Médina Yorofla, de Fafakuru de Bignarabé, le maire de Kolda, de Djoulakolon, de Saribidji, de Tankanto, que ces maires-là se retrouvent avec ces organisations de la société civile et tous les acteurs militants. Vous savez, un territoire, il n'y a pas que les ressources naturelles, il y a les ressources humaines aussi. On fait avec. À Kolda, il y a des ressources humaines de qualité. Appelez tous ces gens-là, dans le cadre d'un forum, réfléchir, inviter des universitaires, et les gens vont nous dire, voilà l'orientation qu'il faut faire par rapport à ce fleuve-là. Se mettre d'accord là-dessus et cesser vraiment tous ces empoignades, n'est-ce pas, ces tirs groupés. Les gens font des déclarations pour plaire à un maire. Quand ça change, le rapport avec le maire change, on change de discours, etc. Donc ça ne sert à absolument rien. Effectivement. Qu'on se pose. Le maire de Kolda, Mamoy Diao, moi je sais qu'il peut prendre cette initiative-là. De discuter avec tout le monde et de faire de cette question-là une question pour toutes les populations. Merci également à vous, nos chers téléspectateurs. Je rappelle que nous évoquions la question des solutions qui s'offrent à ce fleuve à partir de Kolda, le fleuve Casamance, qui est actuellement menacé à partir de cette région. Et justement, nous avions comme invité Tidjane Ndiaye, il est expert en management des territoires et ingénieur également en gestion de la formation. Le thème, je l'ai dit, quelles sont les solutions pour la sauvegarde du fleuve? Et c'était ça aujourd'hui notre débat. Nous vous disons votre dernier mot, M. Ndiaye. Mais c'est de vous remercier de cette invitation vivement. Et je n'ai qu'une prière pour vous, c'est de faire partie, je pense, je ne me trompe pas, du bouquet de Canal+. Pour que les gens ça c'est pour bientôt. Le promoteur c'est une excellente nouvelle vient de nous annoncer ça hier. Et c'est une fierté. Avec une exclusivité. Je vais emprunter une phrase de l'évêque de Kolda, Monseigneur Bassène. Quand on inaugurait le centre Les Sijas, il disait que rien n'est trop beau pour Kolda. Donc, avoir des choses comme ça, c'est une fierté pour Kolda, pour nous Kolda. Et ça on doit libérer les énergies. On doit favoriser les investissements à venir, mais savoir que aussi un territoire, c'est des codes, c'est des lois, c'est des règlements. Rien ne t'empêche de souscrire aux règlements qu'il y a dans le territoire, d'aller vers le maire, discuter avec lui. Le préfet et le maire, c'est des collaborateurs, de discuter, voilà, etc. Donc, pensons au territoire,
faisons plus de soldateté, parlons-nous, discutons sur ce qui intéresse les Koldois et ce qui intéresse Kolda, et ce sera bien. Merci, merci M. Ndiaye, merci de votre disponibilité, en tout cas également de ce débat qui était très fructueux, et également j'espère que ça a servi à tout le monde de comprendre quels sont les enjeux pour ce fleuve, sa sauvegarde surtout dans ce périmètre régional, mais aussi dans la Casamance naturelle, parce que le fleuve c'est pratiquement 3 régions administratives du Sénégal. C'est la région de Kolda, celle de Ziguinchor, mais aussi celle de Sédhiou. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah, sur Casamedia, et au revoir.